Un drone vient de frapper la seule centrale nucléaire du monde arabe. Pas près d'elle, pas à côté d'elle, directement contre elle. Et 24 heures plus tard, personne n'a revendiqué l'attaque, pas un groupe, pas un gouvernement, le silence, un silence complet, délibéré, calculé. Et je veux que vous restiez avec cette idée quelques secondes, parce que dans le langage de la guerre moderne, le silence n'est pas l'absence d'un message. Le silence est le message. Ce qui s'est passé à la centrale nucléaire de Baraka à Abu Dhabi, le dimanche matin 10 à 7 mai 2026, n'est pas une note de bas de page dans cette guerre. C'est l'événement le plus lourd de conséquences depuis le début du conflit, le 28 février. Et je peux vous dire avec une confiance totale que l'immense majorité des médias occidentaux et régionaux passent complètement à côté de la véritable histoire. Ils se concentrent sur l'incendie. Moi, je me concentre sur ce que cet incendie devait vous faire ressentir, parce que c'est exactement là tout l'enjeu. Revenons au dimanche matin. 3 drones ont pénétré dans l'espace aérien des Émirats arabes unis par la frontière ouest. Les Émirats arabes unis exploitent l'un des réseaux de défense antiaérienne multicouches les plus avancés de tout le Moyen-Orient. Un système qui comprend des batteries Patriot, des intercepteurs TH-TAAD et des systèmes à plus courte portée conçus précisément pour contrer ce type de menace, des drones lents volant à basse altitude. 2 des 3 drones ont été interceptés, détruits en plein vol. Le 3e est passé. Il a frappé un générateur électrique situé sur le périmètre extérieur de la centrale nucléaire de Baraka, dans la région d'Al-Dhafra, à environ 225 km à l'ouest d'Abu Dhabi, dans le désert près de la frontière saoudienne. Un incendie s'est déclaré. Les images se sont immédiatement propagées sur les réseaux sociaux régionaux, puis l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, l'Agence nucléaire des Nations Unies, a publié un communiqué. Un réacteur avait été temporairement basculé sur des générateurs diesel de secours, aucune fuite radioactive, aucun blessé. Les 4 réacteurs fonctionnaient dans des paramètres normaux. La centrale est sûre. Voilà les faits. Et les faits sont presque entièrement à côté du sujet. Voici ce que vous devez comprendre sur le fonctionnement d'une infrastructure nucléaire dans un environnement de conflit. Vous n'avez pas besoin de provoquer une fusion du cœur pour gagner la guerre de l'information autour d'une centrale nucléaire. Vous n'avez pas besoin de radiation. Vous n'avez pas besoin de victimes. Vous n'avez même pas besoin de détruire quoi que ce soit d'une importance structurelle. Tout ce que vous devez faire, c'est l'atteindre. Tout ce que vous devez faire, c'est faire brûler le générateur devant les caméras. Parce que à partir du moment où cette image existe, à partir du moment où le directeur général de l'AIEA utilise l'expression « grave préoccupation » à propos d'une installation située dans la péninsule arabique, toute l'architecture psychologique et géopolitique du conflit bascule. Chaque dirigeant du Golfe s'est réveillé dimanche matin avec la même question. Si Baraka peut être atteinte, qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Cette question n'est pas un problème tactique. C'est un tremblement de terre stratégique et quelqu'un l'a planifié exactement comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer soigneusement la géographie, parce que c'est là que la couverture médiatique dominante s'effondre complètement. Tout le monde demande qui l'a fait. Très peu de gens demandent ce que le vecteur d'approche nous dit. Le drone est arrivé par la frontière ouest des Émirats arabes unis. La frontière ouest donne sur l'Arabie saoudite. L'Iran n'est pas à l'ouest. L'Iran est au nord et au nord-est, de l'autre côté du golfe Persique. Donc, si vous construisez une théorie selon laquelle l'Iran aurait lancé cette attaque directement depuis son territoire, la géographie l'a détruit immédiatement. Le drone aurait dû traverser le Golfe, passer dans un espace aérien fortement surveillé, franchir les couvertures radar émiraties et saoudiennes, puis arriver d'une manière ou d'une autre par l'ouest. Ça tient pas. Alors, qu'est-ce qui tient? 2 scénarios. Et les 2 pointent vers le même architecte stratégique, même s'ils impliquent des mains différentes sur la gâchette du lancement. Le premier scénario, c'est que l'attaque soit venue du Yémen. Les Houthis ont démontré à répétition pendant ce conflit
Et en fait, même avant celui-ci, qu'il possède la portée de drone et la sophistication de navigation nécessaires pour atteindre des cibles loin à l'intérieur du territoire émirati. En janvier 2022, des années avant le début de cette guerre, des drones Houthis ont frappé l'aéroport international d'Abu Dhabi et une installation pétrolière. 3 personnes ont été tuées. La communauté internationale a été sous le choc. Les Émirats arabes unis ont considérablement renforcé leur défense dans les années qui ont suivi et pourtant, dimanche matin, un drone est passé. Le deuxième scénario, c'est que des milices chiites irakiennes alignées sur l'Iran, des organisations comme Kataïb Hezbollah ou des éléments de la résistance islamique en Irak, aient déplacé un lanceur mobile de drones près de la frontière saoudienne et les lancé à partir de là. Ces groupes ont mené des dizaines d'opérations de drones de précision contre des bases américaines et des cibles régionales pendant ce conflit. La capacité n'est pas en question. La logistique est complexe, mais elle n'est pas impossible. Et dans les 2 scénarios, il y a un pays qui profite du résultat sans avoir besoin de revendiquer l'opération. L'Iran. Je veux être précis sur la raison pour laquelle l'Iran voudrait que cette attaque se produise, tout en voulant rester complètement invisible dans l'attribution. En ce moment, l'Iran est au milieu de négociations nucléaires avec les États-Unis. L'administration Trump a imposé une pression économique maximale. Le cessez-le-feu qui a empêché cette guerre de devenir un embrasement régional total est, selon les propres mots de Trump, sous assistance respiratoire. Toute la posture diplomatique de l'Iran, à ce moment précis, dépend de l'image d'un État qui veut un accord, d'un État qui n'a aucune intention de militariser son programme nucléaire, d'un État rationnel avec lequel on peut négocier. Vous ne pouvez pas projeter cette image et être pris en même temps à ordonner une frappe contre la centrale nucléaire d'un autre pays. Le coût réputationnel et diplomatique serait catastrophique. Alors vous ne le faites pas vous-même. Vous prenez le téléphone, ou vous ne prenez même pas le téléphone, parce que avec des réseaux de mandataires aussi mûrs et aussi alignés sur les intérêts stratégiques iraniens, vous n'en avez souvent pas besoin. L'opération se produit. L'incendie brûle, l'AIEA parle, et Téhéran ne dit rien. Et ce silence est la chose la plus éloquente que l'Iran ait dite de toute la semaine. Maintenant, laissez-moi vous montrer le modèle historique de ce qui a été exécuté dimanche, parce que c'est pas un nouveau manuel de jeu. C'est une version raffinée et mise à jour de quelque chose que le monde a déjà vu. En 2022, lorsque les forces russes ont occupé la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine, la plus grande installation nucléaire d'Europe, les 2 camps ont compris immédiatement que la centrale s'était transformée d'un actif énergétique, elle était devenue une arme géopolitique. Vous n'aviez pas besoin de déclencher une fusion du cœur. Il suffisait que la centrale existe dans une zone de guerre. Raphaël Grossi, le même directeur général de l'AIEA qui a réagi à la frappe contre Baraka dimanche, a effectué des visites d'urgence répétées à Zaporijia. Il a demandé une zone de protection. Il a publié des déclarations de graves préoccupations. Est-ce que les combats ont cessé? Non. Mais ce qui a changé, c'est le calcul politique de chaque gouvernement européen. Chaque allié de l'OTAN a soudainement dû intégrer Zaporijia dans son calcul stratégique. Que se passe-t-il si les systèmes de refroidissement tombent en panne? Que se passe-t-il si les générateurs de secours manquent de carburant? Qu'arrive-t-il à la population d'un continent si la plus grande centrale nucléaire d'Europe entre dans un arrêt incontrôlé? Cette peur, non pas la réalité, mais la peur est devenue une contrainte pour chaque décideur de l'Alliance occidentale. Et c'est précisément le mécanisme qui a été activé à Baraka dimanche matin. Sauf que le public, cette fois, ce ne sont pas les gouvernements européens. Le public, ce sont toutes les monarchies du Golfe qui se sont discrètement alignées sur Israël, toutes les installations militaires américaines opérant dans la région, et Donald Trump lui-même. Parlons de la réponse de Trump, parce que c'est l'un des points de données les plus importants de toute cette histoire. Dans les heures qui ont suivi la frappe contre Baraka, le président des États-Unis a publié un message sur Truth Social. Il a écrit que le compte à rebours était lancé et que l'Iran avait intérêt à agir vite, sinon il ne resterait plus rien d'eux. Aucune mention de Baraka, aucune mention précise de la centrale nucléaire.
aucune conséquence liée directement à l'attaque de dimanche. Et je veux vous donner un peu de contexte sur ce que ce modèle de réponse signifie en matière de crédibilité. Depuis le début de ce conflit, Trump a lancé au moins 6 ultimatums publics à l'Iran. Le 20 et 1 mars, un délai de 48 heures. Le 23 mars, une prolongation de 5 jours. Le 26 mars, des déclarations sur un point de non-retour. Le 5 avril, présenté comme un dernier délai pour mardi. Le 7 avril, un langage laissant entendre qu'une civilisation cesserait d'exister. Le 10 à 7 mai, le compte à rebours est lancé. 6 ultimatums, aucune conséquence militaire attachée à l'un ou l'autre. Le cessez-le-feu demeure techniquement en place. Maintenant, mettez-vous dans la salle de planification stratégique de celui qui a ordonné l'opération contre Baraka. Vous venez de mener une frappe de drone contre l'infrastructure nucléaire d'un proche allié des États-Unis. La réponse du président américain a été un message sur les réseaux sociaux qu'il a déjà en pratique publié 6 fois auparavant sans jamais donner suite. Qu'est-ce que vous venez d'apprendre ? Vous avez appris qu'il existe un plafond à l'escalade américaine et que ce plafond est nettement plus bas que ce que la rhétorique suggère. C'est une conclusion de renseignement d'une valeur stratégique extraordinaire. Et elle a été obtenue au prix d'un seul drone qui a traversé un système de défense antiaérienne. Laissez-moi maintenant vous donner le portrait complet de ce que Baraka représente économiquement et stratégiquement, parce que les chiffres comptent. La centrale fournit environ 25% de toute l'électricité des Émirats arabes unis. C'est la première centrale nucléaire jamais construite dans la péninsule arabique. Elle a été bâtie avec une technologie sud-coréenne pour un coût total de projet d'environ 20 milliards de dollars. Elle compte 4 réacteurs opérationnels. Dimanche matin, l'un de ces réacteurs fonctionnait sur alimentation diesel de secours. Les générateurs diesel de secours ne sont pas conçus pour une exploitation prolongée. Ce sont des systèmes de transition destinés à maintenir le réacteur dans un état stable pendant des heures, pas pendant des jours. Si la centrale subit une pression militaire soutenue, pas une seule frappe catastrophique, mais une campagne d'attaque répétée contre les infrastructures et les systèmes de soutien, la question de la poursuite des opérations devient réellement difficile. Et lorsque vous retirez 25% de l'électricité des Émirats arabes unis du réseau, vous ne parlez pas simplement de lumière qui s'éteignent. Vous parlez d'usines de dessalement. Les Émirats arabes unis produisent presque toute leur eau douce par un dessalement très énergivore. Vous parlez de centres de données, de systèmes financiers, d'infrastructures logistiques. Vous parlez du fonctionnement physique de l'un des pôles économiques les plus stratégiquement critiques au monde. Et tout cela dépend des décisions qui seront prises dans les prochaines semaines. Est-ce que ce conflit continue de s'intensifier ou est-ce qu'il trouve une forme de plancher négocié ? La dimension du marché pétrolier, ici, est quelque chose que vous devez comprendre clairement. La région du Golfe Persique n'est pas seulement une zone d'importance géopolitique. C'est l'infrastructure physique par laquelle transite environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Quand les marchés ont absorbé la nouvelle de Baraka dimanche, ils ont bougé modestement, parce que les niveaux de radiation étaient normaux, parce que la centrale fonctionnait, parce que l'AIEA a dit qu'elle était sûre. Une frappe, les marchés peuvent l'absorber. Un schéma de frappe, les marchés ne peuvent pas l'absorber. Goldman Sachs a déjà modélisé des scénarios d'escalade dans le Golfe, incluant le ciblage d'installations nucléaires. Leurs projections pour un épisode d'escalade soutenu dans le Golfe, impliquant des attaques contre les infrastructures, placent le Brent dans une fourchette de 130 à 100, $40 le baril, avec un pétrole à 100, $40. Vous regardez des prix moyens nationaux de l'essence aux États-Unis au-dessus de $6 et en Californie au-dessus de $8. Le mécanisme de transmission économique entre une frappe de drone contre un générateur dans le désert d'Abu Dhabi et le prix que vous payez pour faire le plein de votre voiture n'a rien d'abstrait. C'est une chaîne directe et relativement courte. Et celui qui a planifié l'opération dimanche avait presque certainement modélisé cette chaîne. Maintenant, je veux vous donner la couche de cette histoire dont presque personne ne parle dans les médias anglophones. Les Émirats arabes unis hébergeant discrètement des systèmes israéliens pendant ce conflit. Des composants du dôme de fer, des conseillers militaires israéliens
et du personnel opérant en coordination avec l'infrastructure de défense émirati. Cette relation n'est pas reconnue publiquement par l'un ou l'autre des gouvernements, mais c'est pas un secret pour l'Iran. Ce n'est pas un secret pour les réseaux de mandataires de l'Iran. Et Anwar Gargash, conseiller principal en politique étrangère auprès du président des Émirats arabes unis, a publié dimanche un message sur les réseaux sociaux dans un langage remarquablement direct pour la communication diplomatique du Golfe. Il a évoqué soit l'auteur principal, soit l'un de ses agents, une formulation qui identifiait explicitement l'architecture des réseaux de mandataires de l'Iran, sans nommer l'Iran directement. Cette formulation était délibérée. Les Émirats arabes unis signalent qu'ils savent qui est responsable sans accuser officiellement qui que ce soit, parce que une accusation officielle déclenche des conséquences qu'Abu Dhabi ne veut être pas déclenchées. Cette retenue stratégique, ce choix d'encaisser un signal nucléaire sans l'attribuer officiellement, vous dit tout sur la manière dont les Émirats arabes unis calculent leur exposition en ce moment. Ils ne veulent pas être l'allumette qui enflamme la prochaine phase de cette guerre, et celui qui a lancé ce drone savait qu'il ne le serait pas. Voici là où je veux vous laisser, parce que le cadre que je décris a des conséquences prédictives très concrètes. Si les Émirats arabes unis attribuent officiellement cette attaque à l'Iran ou à ses mandataires dans les prochains jours, l'architecture diplomatique du cessez-le-feu s'effondre. Les États du Conseil de coopération du Golfe ne peuvent pas rester neutres une fois qu'un de leurs membres a officiellement accusé l'Iran de frapper une infrastructure nucléaire. C'est un seuil. Si les Émirats arabes unis ne procèdent pas à une attribution officielle, et jusqu'à maintenant ils ne l'ont pas fait, cela signifie qu'Abu Dhabi a pris la décision consciente d'encaisser le signal, de renforcer discrètement ses défenses et de continuer à opérer dans le cadre d'une guerre qu'elle n'a pas choisie et dont elle ne peut pas facilement sortir. Surveillez cette attribution ou son absence prolongée. L'une comme l'autre vous indique la direction des 30 prochains jours. La deuxième chose à surveiller, c'est la table de négociation entre l'Iran et les États-Unis. Le réseau de mandataires de l'Iran vient de démontrer, avec une dénégation complète, qu'il peut atteindre des infrastructures nucléaires dans la péninsule arabique. Cette démonstration devient maintenant une monnaie d'échange. Pas une monnaie que l'Iran nommera explicitement à la table, mais un levier que chaque négociateur américain gardera à l'esprit lorsqu'il discutera des garanties de sécurité et de la portée de tout accord. À quoi ressemble la stabilité régionale sans accord? Dimanche a été la réponse à cette question, rendue visible dans les flammes et les vapeurs de générateurs diesel. Et la troisième chose à surveiller, c'est le prix du pétrole. Une frappe, les marchés tiennent. Une deuxième frappe contre Baraka, la même installation dans les 30 prochains jours, change entièrement la psychologie du marché. Ce n'est plus un incident isolé, c'est une campagne. Et une campagne contre la seule centrale nucléaire du monde arabe, au milieu d'une guerre du Golfe, envoie au marché de l'énergie un signal qu'aucun rapport de résultat, ni aucune déclaration de la Réserve fédérale ne peut neutraliser. Ce qui s'est passé à Baraka dimanche matin n'était pas d'abord une opération militaire, c'était une démonstration. Une démonstration de portée, de retenue dans la revendication, de patience stratégique et de l'écart entre la rhétorique américaine et l'action américaine. Le drone qui a frappé ce générateur ne transportait pas des explosifs conçus pour causer un maximum de dégâts, il transportait un message conçu pour causer un maximum d'incertitude. Et l'incertitude dans une zone de guerre, dans un corridor énergétique qui alimente l'économie mondiale, dans une négociation sur l'une des questions nucléaires les plus lourdes de conséquences du XXIe siècle, l'incertitude est l'arme la plus puissante de l'arsenal. La centrale est sûre, aujourd'hui. Les réacteurs fonctionnent. Les niveaux de radiation sont normaux. Mais le signal a été reçu par tous les gouvernements du Golfe, par tous les négociants en énergie à Londres et à New York, par tous les diplomates qui travaillent sur le dossier iranien à Washington et à Vienne. La question n'est pas de savoir si le signal a été envoyé. La question est de savoir si les personnes qui doivent y répondre vont y répondre correctement. Et d'après ce que nous avons vu de Washington dimanche, c'est loin d'être garanti.